Elle vendait du poulet congelé pas cher sans odeur et tout le monde croyait à une bénédiction dans cette ville éclatante de luxe où les immeubles de verre se mêlaient aux villas de marbre et où les jardins entretenus donnaient l'illusion d'une prospérité sans fin. Dans le quartier chic où elle avait installé sa boutique, Hawa apparaissait comme une femme modèle, toujours élégante, pagne raffiné, bracelet sobre, sourire tranquille. Chaque matin, elle ouvrait sa vitrine comme on ouvre un écrin de promesses, et l'air froid des congélateurs semblait purifier l'atmosphère saturée de soleil et de poussière. Les gens venaient de partout pour acheter ce poulet impeccable, emballé dans des sachets transparents parfaitement scellés, sans odeur, sans trace, et vendu à des prix défiant toute concurrence. On disait qu'elle avait reçu une grâce divine, qu'elle était une battante que Dieu avait choisie pour répandre l'abondance, et dans un monde où tout coûtait si cher, son commerce ressemblait à une lumière au milieu des inquiétudes quotidiennes. Les familles riches lui faisaient confiance. Les domestiques venaient chercher de grandes commandes pour remplir les congélateurs des villas où les cuisines étincelaient de marbre. Les jeunes cadres branchés commandaient par livraison, recevant leurs sachets dans des sacs isothermes impeccables. Les mères élégantes passaient après la messe ou la salle de sport, repartaient le sourire aux lèvres, convaincus de nourrir leurs enfants avec le meilleur. Et partout, on louait la discipline d'Hawa, sa rigueur, sa propreté, son sérieux. Elle était devenue un nom dans le quartier, une référence sûre, un sujet de conversation qui rassurait. Même les voisins l'admiraient. Ponctuelle, respectueuse, discrète, elle était de ces personnes dont la simple présence apaise et donne confiance. La boutique, elle aussi, ressemblait à un sanctuaire de fraîcheur. Les sols brillaient, l'air sentait la menthe et le propre, la cloche de la porte tintait doucement, et chaque client avait l'impression d'être reçu comme un invité. On oubliait alors le désordre des marchés populaires, les odeurs de viande laissée au soleil, les cris des vendeurs. Ici, rien ne trahissait la moindre imperfection. Les poulets avaient toujours la même couleur pâle, la glace était claire comme du cristal, le poids exact, l'étiquette bien imprimée. Même les mères les plus méfiantes, habituées à renifler et presser la chair avant d'acheter, finissaient par baisser la garde. Tout paraissait trop net pour laisser place au doute. On racontait qu'elle avait commencé petit, avec une simple glacière louée pendant les fêtes, et qu'elle avait bâti son empire pas à pas, en réinvestissant chaque gain. Son succès était perçu comme une leçon de courage et de persévérance. Elle incarnait le rêve d'une Afrique moderne où travail et discipline pouvaient mener à la réussite. Son histoire servait de fierté silencieuse dans un quartier où chacun voulait croire que l'ordre et la beauté avaient enfin trouvé leur place. Ses clients la respectaient, les chauffeurs l'aidaient à porter les cartons, certains hommes d'affaires prenaient le temps de la remercier d'avoir rendu leurs repas familiaux plus simples. Les enfants du voisinage venaient coller leur nez à la vitre embuée, fascinés par les congélateurs, et repartaient souvent avec un petit mot doux ou une sucrerie discrète qu'elle leur glissait avec tendresse. Les soirs de pleine lune, la façade de la boutique brillait comme une pierre précieuse. On pouvait voir Hawa compter ses billets, ranger ses papiers dans une pochette immaculée, sourire en silence comme quelqu'un qui dort sur un secret. Et chaque détail de son quotidien, chaque geste ordonné, chaque sac de poulet remis avec douceur renforçait l'idée qu'elle était la preuve vivante que le miracle existait. Dans une ville où tout semblait fragile, sa boutique était devenue un refuge de certitude. Alors les habitants continuaient d'acheter, de croire, de se laisser bercer par cette perfection glacée. Personne n'avait de raison de douter. Personne n'imaginait que derrière ces murs de propreté, il pouvait exister autre chose qu'un commerce honnête. Car ce poulet sans odeur, vendu si peu cher, paraissait être le signe d'une bénédiction. Et pourtant, ce n'était qu'un début. Un soir de samedi, alors que la brise tiède passait entre les jardins des villas, la vie du quartier prit un tournant inattendu. Dans l'une des maisons les plus lumineuses, où la piscine s'illuminait de reflets turquoise et où les invités s'installaient autour d'une longue table en bois verni, les rires fusaient, les verres tintaient, et l'odeur de poulet rôti, sortie tout droit des sachets achetés chez Hawa, se mêlait au parfum de vin et de citronnelle. Les enfants, vêtus de chemises blanches et de robes légères, jouaient autour de la table, leurs visages éclatants sous les lampes suspendues. Ils avaient mangé avec appétit, mordant dans la viande tendre et juteuse, s'essuyant les lèvres avec leurs petites serviettes pliées, heureux d'être ensemble. Mais alors que la soirée avançait, l'un d'eux, un garçon d'Aix en grave peine 8 ans, poussa un gémissement sourd, posa ses mains sur son ventre et tomba en vomissant sur le carrelage blanc. Le silence se fit brutal, les regards basculèrent vers l'enfant, et presque aussitôt une fillette se plia en deux, vomissant à son tour, cette fois avec des éclaboussures rouges qui laissèrent une tache sombre sur le sol immaculé. En quelques minutes, plusieurs enfants furent pris de spasmes et de nausées,
leur bouche rejetant un mélange effrayant où se voyait du sang. Les adultes se levèrent en panique, certains criant des prières, d'autres appelant à l'aide, les mères soulevant leurs enfants dans leurs bras comme pour les arracher à une force invisible. Le poulet était au centre de toutes les pensées, mais personne n'osait prononcer ce mot tant il paraissait impensable que ce produit béni, ce repas si sûr, puisse être la source d'un tel malheur. On parla d'un sort jeté par des jaloux, on parla d'une maladie de l'air, on évoqua même la malédiction des esprits, car dans cette ville où le béton se mariait au verre, les croyances anciennes restaient tapies dans les cœurs. Pourtant, un domestique qui avait goûté un petit morceau de poulet froid dans la cuisine sentit sa gorge brûler et alla vomir dans l'évier, et ce détail glaça les certitudes. On commença à se demander ce qu'il y avait réellement dans ces sachets toujours trop parfaits. Les jours suivants, la panique ne cessa de s'étendre. Dans les salons parfumés, les conversations s'emplissaient de doutes. Les mères scrutaient les sachets déjà rangés dans leur congélateur et se demandaient si elles devaient les jeter. Les cuisinières murmuraient qu'elles avaient parfois remarqué un goût étrange, trop lisse, presque artificiel. Dans certaines maisons, on raconta que les enfants avaient eu des douleurs après avoir mangé le poulet, mais les symptômes étaient passés trop vite pour qu'on s'en inquiète. Désormais, chaque souvenir ressurgissait avec une force inquiétante. On commença à regarder la boutique avec d'autres yeux. Les allées et venues nocturnes de certains camions attirèrent l'attention. On remarqua que des livraisons avaient lieu très tard, parfois à des heures où le quartier est endormi, entre deux éclats de cigales et de moteurs lointains. Un domestique vit un carton tomber d'une moto glaciaire, et en le relevant, il sentit sur ses doigts une humidité piquante, une odeur étrange, vite dissipée mais marquante. Les doutes prenaient racine, mais personne n'osait en parler à voix haute. La réputation d'Awa, son élégance, sa discipline, son intouchable image de femme bénie par Dieu, empêchaient les accusations. On préférait croire à des incidents isolés, à des maladresses de préparation, à des coïncidences douloureuses. Mais la peur s'insinuait doucement. Dans les dîners chics, entre deux coupes de champagne, les conversations se faisaient plus prudentes. On chuchotait qu'il fallait peut-être éviter le poulet pendant quelque temps, qu'il valait mieux se tourner vers d'autres viandes, au moins jusqu'à ce que la tempête passe. Mais chaque fois que quelqu'un osait poser la question de comment Awa pouvait vendre à si bas prix, le silence s'installait, lourd, inconfortable. Dans une ville où le luxe est une façade fragile, personne ne voulait être celui qui brise l'illusion. Pourtant, le malaise grandissait, palpable comme une chaleur enfermée dans les murs. Certains commençaient à remarquer que l'odeur de menthe et de propreté dans la boutique couvrait peut-être autre chose. Les regards se posaient plus longtemps sur la chambre froide, derrière la porte vitrée, comme si elle cachait un mystère que personne n'avait eu le courage d'explorer. Les enfants malades, leurs vomissements de sang, ces images revenaient sans cesse dans les esprits, mêlées à la douceur trompeuse du sourire d'Awa. Dans les prières du soir, les familles demandaient la protection contre ce qui semblait invisible et pourtant si proche, et les plus anciens murmuraient que quand un prix est trop bas dans une ville de luxe, c'est que quelqu'un paie à ta place dans l'ombre. Ainsi, ce qui paraissait une bénédiction devint une source de doute, mais les sachets continuaient de s'écouler, car le confort est plus fort que la peur quand il s'installe dans les habitudes. On continuait d'acheter, en baissant juste un peu la voix, en croisant les doigts, en priant pour que le prochain repas ne soit pas celui qui basculera dans l'horreur. Derrière les vitrines impeccables, la chambre froide restait close, froide, silencieuse, comme un ventre opaque où s'empilaient des secrets que personne n'avait encore osé regarder en face. Pourtant, le ver était entré dans le fruit, et dans le quartier luxueux où l'on croyait tout contrôler, un souffle de peur venait de fissurer la perfection. Derrière la façade immaculée de la boutique, derrière le sourire maîtrisé d'Awa, se cachait une vérité que personne n'aurait imaginée et que certains commencèrent à percevoir par des indices si subtils qu'ils semblaient d'abord insignifiants. Une nuit où la lune baignait les jardins de sa lueur argentée, un jeune domestique qui revenait d'une course aperçut des silhouettes chargées à la hâte des cartons par la porte de service, des cartons identiques à ceux qui contenaient d'ordinaire le poulet, mais dont la manière précipitée de les transporter éveilla une curiosité inquiétante. Le garçon sentit une odeur âcre, une senteur chimique qui ne ressemblait pas au parfum neutre qu'on associe à la congélation, et cette sensation resta dans ses narines toute la nuit. Le lendemain, il osa en parler discrètement à la cuisinière de sa villa, mais celle-ci le fit taire d'un regard effrayé, comme si prononcer des soupçons contre Awa équivalait à provoquer un malheur plus grand encore. Pourtant les murmures s'étendaient, et bientôt, les plus attentifs comprirent qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière les congélateurs trop brillants. Car certains poulets ne venaient pas d'élevage régulier. Ils provenaient de carcasses déjà mortes depuis plusieurs heures,
récupéré en cachette, trempé dans des produits chimiques pour masquer la manipulation invisible qui expliquait l'absence totale d'odeur, ce parfum de rien qui paraissait si rassurant et qui en réalité trahissait l'artifice. Mais cela n'était qu'une partie du secret. Plus grave encore, au milieu des cartons de volailles congelées, se glissaient d'autres colis, bien emballés, à l'intérieur desquels se trouvaient non pas des morceaux de chair, mais des paquets soigneusement dissimulés contenant une marchandise plus précieuse que l'or, de la drogue. Les sachets de poudre étaient dissimulés entre les couches de glace, transportés sans éveiller le moindre soupçon, car qui aurait osé fouiller les livraisons d'une commerçante si respectée, d'une femme aussi élégante et généreuse, dont le commerce nourrissait le quartier entier. La chambre froide était en réalité le cœur d'un double commerce, une façade de prospérité qui cachait un trafic d'une ampleur insoupçonnable. C'est là que résidait le vrai miracle des prix imbattables. Le poulet n'était qu'une couverture, un appât pour fidéliser les familles riches, tandis que l'argent véritable circulait par les cartons destinés à ceux qui possédaient assez de pouvoir pour rester dans l'ombre. Hawa n'était pas seul dans cette entreprise. Dans les salons luxueux de la ville, parmi les hommes en costume qui s'asseyaient dans des fauteuils de cuir, buvaient des cognacs hors de prix et parlaient à voix basse de marché et d'action, se trouvaient ses protecteurs. Des hommes puissants, respectés, intouchables, qui avaient trouvé en elle le visage parfait pour dissimuler leur commerce, une femme belle, polie, discrète, que personne n'aurait soupçonnée. Chaque sourire qu'elle offrait aux clients, chaque sachet de poulet remis avec soin n'était qu'une pièce de ce théâtre bien huilé. Dans sa villa privée, où les baies vitrées donnaient sur une piscine bleu clair et où des meubles venus d'Italie brillaient sous des lumières tamisées, elle recevait parfois ces hommes dont les voitures aux vitres teintées stationnaient devant sa porte à des heures tardives. Elle sortait alors vêtue de soie, ses bijoux reflétant les lumières des lampadaires, et leur parlait d'une voix calme, presque maternelle, comme si tout était naturel. Le quartier la voyait rentrer à l'aube parfois, ses yeux fatigués mais son allure intacte, et chacun pensait qu'elle revenait simplement d'un dîner mondain. Personne n'imaginait qu'à l'intérieur de sa chambre froide se jouait le destin de cargaisons entières destinées à circuler dans les circuits secrets de la ville et au-delà des frontières. Les rumeurs devinrent plus insistantes quand un jardinier, venu réparer une fuite d'eau près de la boutique, aperçut une caisse ouverte, à moitié recouverte de glace, où il ne vit pas de chair mais un emballage plastique blanc qui n'avait rien d'alimentaire. Ses yeux restèrent figés quelques secondes avant qu'un des livreurs ne referme brutalement la caisse et ne lui ordonne sèchement de s'éloigner. Le jardinier n'osa pas en parler, mais cette vision resta imprimée dans sa mémoire comme une brûlure. Hawa, de son côté, ne laissait rien transparaître. Le matin, elle continuait d'accueillir les clients avec la même douceur, la même élégance, répétant qu'il fallait travailler dur et croire aux bénédictions, et les familles continuaient de la remercier avec chaleur. Mais derrière ses yeux brillants se cachait une froideur que certains commençaient à deviner lorsqu'ils croisaient son regard un peu trop longtemps. La peur s'installa dans le quartier, non pas une peur criée, mais une peur silencieuse, comme une ombre qui glisse derrière les rideaux. On se disait qu'il y avait quelque chose de trop parfait dans cette boutique, que les livraisons de nuit n'étaient pas normales, que les prix bas cachaient forcément un sacrifice invisible. Mais personne n'osait confronter directement Hawa, car elle semblait intouchable, protégée par des forces plus grandes que le simple commerce. On disait que certains de ses clients n'étaient pas de simples habitants du quartier, mais des personnalités haut placées, habitués aux réceptions officielles, aux villas de la lagune, aux dîners derrière des portes closes où l'on décide de ce que doit devenir une ville entière. Les plus sages comprirent qu'Hawa n'était peut-être qu'un maillon visible, qu'une façade soigneusement choisie par un réseau qui se nourrissait du silence et de la peur. Et tandis que la rumeur des enfants malades continuait à hanter les esprits, tandis que l'on commençait à douter de la pureté des sachets de poulet, la chambre froide continuait de ronronner, comme le cœur glacé d'un secret trop lourd pour être révélé. Ceux qui savaient se taisaient, car ils avaient vu les silhouettes puissantes qui venaient la nuit rendre visite à Hawa, ils avaient compris que derrière cette femme qu'on croyait bénie, se cachait un monde où la vie humaine valait moins qu'un paquet de poudre blanche soigneusement emballé. Et dans ce quartier luxueux où tout semblait sous contrôle, une fissure irréparable venait d'apparaître. Le luxe, la beauté et la discipline n'étaient que le masque d'une vérité faite de mort, de poison et de dépendance. Hawa souriait encore chaque jour derrière son comptoir, mais son royaume de glace n'était plus seulement une bénédiction. C'était une prison de silence, où chaque client qui franchissait la porte participait sans le savoir à un commerce dont le sang commençait déjà à couler. Une nuit lourde, alors que les lampes des villas diffusaient une lumière dorée sur les terrasses et que les chiens s'étaient tus comme s'ils avaient senti une menace, une odeur étrange commença à s'échapper de la boutique d'Hawa,
une odeur si discrète qu'elle aurait pu passer pour une simple fuite de gaz si elle n'avait pas eu ce caractère acide et métallique qui faisait frissonner ceux qui l'apercevaient. Dans une maison proche, un enfant au sommeil agité se réveilla et, curieux, suivit le parfum dans la rue, pieds nus sur les pavés encore tièdes. Il s'arrêta devant la vitrine aux rideaux tirés et vit, à travers une petite fente dans le store, des silhouettes se mouvant dans la chambre froide. Les hommes, vêtus de noir, sortaient des sacs lourds qu'ils chargeaient dans un véhicule stationné discrètement derrière la boutique. Le souffle glacé de la machine couvrait leurs gestes, mais pas assez pour dissimuler le cliquetis des caisses métalliques qu'ils manipulaient. Le garçon resta figé, hypnotisé par cette scène interdite, puis courut se cacher lorsqu'il crut voir l'un des hommes tourner la tête vers lui. Ce secret aperçu dans la nuit devint une brûlure qu'il n'osa pas raconter, mais son silence, comme celui des autres, ne fit que nourrir la terreur muette qui grandissait dans le quartier. Le lendemain, au lever du jour, comme si rien n'était arrivé, Hawa sortit de sa villa vêtue d'une robe d'un blanc éclatant, ses bijoux scintillant sous le soleil, son parfum flottant dans l'air comme une promesse de fraîcheur. Elle ouvrit sa boutique avec une sérénité troublante et annonça à ses clients qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le poulet serait distribué gratuitement pour remercier chacun de sa fidélité et célébrer sa gratitude envers le quartier qui l'avait porté au sommet. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, des familles entières, des domestiques, des mères élégantes, des jeunes cadres pressés affluèrent devant la vitrine. La cloche de la porte tintait sans cesse, et les sachets glacés s'empilaient dans les bras des clients, qui riaient de leur chance, certains remerciant Dieu, d'autres louant la générosité de cette femme qu'ils considéraient comme un don du ciel. Mais au milieu de cette liesse, ceux qui avaient vu, ceux qui savaient, observaient en silence, le cœur serré. Ils reconnaissaient dans les yeux brillants d'Hawa une lueur qui n'était plus celle de la bonté mais celle d'une puissance glaciale, une certitude que rien ni personne ne pourrait arrêter ce commerce de mort. Elle distribuait le poulet avec grâce, comme une reine offrant des présents à son peuple, et la foule se pressait, inconsciente du prix caché derrière chaque sachet. Le contraste était insoutenable, la beauté du quartier, les sourires des enfants, les rires des femmes, tout cela recouvrait comme un voile fin la réalité sombre d'un commerce nourri de sang et de poison. Et au moment où le dernier sachet fut remis, un silence étrange s'abattit, comme si le quartier tout entier retenait son souffle. Car désormais, la vérité, effleurée par certains, menaçait de jaillir, et cette vérité n'aurait rien d'un miracle. Elle serait un choc, une blessure dans le cœur même du luxe et de la confiance. Mais ce jour-là, personne n'osa parler, et la boutique resta un théâtre parfait, où l'innocence et l'horreur se tenaient côte à côte sans que l'une efface l'autre. Hawa, debout derrière son comptoir, souriait encore, et dans son sourire se dessinait la promesse d'un secret qui n'avait pas fini de hanter la ville. Dans la splendeur des villes africaines, où le luxe cache parfois des ombres, il faut se rappeler que tout ce qui brille n'est pas forcément bénédiction. Les prix trop bas ont souvent un coût caché, payé ailleurs, par d'autres, dans la douleur et le sang. Derrière les sourires polis, certains secrets se nourrissent du silence des foules complices. Le confort immédiat peut être un piège, car la vraie richesse se mesure à la vérité et non à l'apparence. Quand une communauté ferme les yeux par peur ou par intérêt, elle devient elle-même actrice du mal qu'elle subit. Le mal se déguise souvent en générosité pour mieux séduire, et c'est toujours au moment où l'on croit être béni que l'on doit ouvrir le plus grand les yeux. La confiance est un trésor qu'on doit protéger par la vigilance, car une seule illusion peut détruire des vies entières. Et dans ce monde où tout semble possible, la véritable bénédiction reste le courage de dire la vérité, même quand elle fait trembler les murs du silence. Si cette histoire t'a bouleversé et t'a ouvert les yeux, abonne-toi pour ne manquer aucune suite, partage pour éveiller d'autres consciences, et reste avec nous pour découvrir encore des récits africains puissants, vrais et remplis de leçons de vie.